Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je reçois aujourd'hui Théo Galland, biomodeler chez Nova Discovery. Il nous a raconté ce qui l'anime dans son métier et des raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à la modélisation biomédicale. Dans cet épisode, nous sommes aussi repartis 6 ans en arrière, au moment de passer le bac et de devoir choisir son orientation, pour donner quelques conseils aux lycéens avant de faire le tour de son parcours universitaire. Nous avons aussi dérivé en podcast psychologie en évoquant les difficultés auxquelles nous avons dû faire face une fois diplômés, de l'importance de bien communiquer et de poser des questions. Voici enfin la deuxième partie de l'épisode que vous attendiez avec impatience. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Théo Galland. Bonne écoute! Et du coup, pour revenir un peu plus sur ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Donc, le métier de biomodeler, de biomodélisateur en français, ça se place à l'interface entre les mathématiques d'un côté et le médical, on va dire, la biologie de l'autre. Le but, c'est de définir les mécanismes biologiques qui arrivent quand on a une maladie dans le corps humain, ou on le verra chez les animaux, et ensuite de les représenter avec des équations pour répondre à une ou plusieurs questions qui sont définies pour nous dans notre métier par en général des industriels pharmaceutiques. Parce que le but, c'est de vérifier et de quantifier l'effet d'un médicament sur une maladie. Donc il y a toute une notion des essais cliniques. Pour résumer, pour ceux qui ont plus de mal à voir, les essais cliniques, c'est les étapes obligatoires dans le développement d'un médicament pour passer de une molécule que l'on suspecte d'avoir un effet thérapeutique, donc qui pourrait soigner une maladie, pour arriver à la fin à un médicament que l'on peut mettre à la disposition des patients. Donc il y a toute une série d'étapes avec la phase 1, enfin déjà des phases in vitro en laboratoire pour vérifier, préclinique pour faire une première vérification sur des animaux, clinique ensuite, on teste si le médicament ne fait pas de mal, on commence par ça. Ensuite, on prouve qu'il a un effet, et on finit par prouver qu'il a un effet sur une grande population, pour être sûr, vraiment sûr. Et donc, vous avez vu qu'il y a plein d'étapes successives, qui à chaque fois nécessitent beaucoup de moyens, et qui, du point de vue d'un industriel pharmaceutique, est très coûteux. Ce que l'on fait avec le métier dans la biomodélisation, c'est qu'on va venir représenter, via des systèmes d'équations, ce qui se passe, pour en fait faire l'équivalent de patients virtuels, donc des patients qui existent sur l'ordinateur. On leur donne le médicament, virtuellement aussi, on voit ce qui se passe, et on peut s'en servir pour guider un petit peu les conclusions et pouvoir, d'après nos modèles, prédire ou non si telle ou telle administration va être meilleure qu'une autre, par exemple. Il faut vraiment le voir comme, il y avait une métaphore que j'avais trouvée assez intéressante, sur le fait de prendre une maladie, par exemple la maladie à laquelle on peut être sensible, mettons l'asthme, c'est comme un moteur, et nous le but c'est de la décomposer, c'est de tout démonter pour comprendre comment ça fonctionne, et si jamais il y a un problème, d'être capable de le corriger. Mais il y a aussi, je sais qu'il y a des applications ou des plateformes qui font justement où tu peux faire des simulations sur l'être humain. Moi, je connais la partie plateforme Pulse parce qu'on y avait travaillé pour modéliser un cycliste, mais en gros, c'est une application santé en fait. Et tu peux faire des modélisations sur différentes. Donc, est-ce que c'est le même genre d'application que tu veux développer ou pas du tout? Ou est-ce que c'est une application finale qui fait des tests sur, on va dire, une personne? Ah bah, la question est extrêmement bien posée puisqu'on a, du coup, en interne, on a aussi une plateforme sur laquelle on peut mettre les modèles que l'on développe, donc les modèles de maladies et de traitement, et qui nous permet du coup de les faire tourner pour générer beaucoup de patients. C'est un des avantages aussi. Quand vous avez par exemple un médicament qui vise à soigner le cancer, il y a peu de patients qui vont être touchés par un cancer spécifique.
avec un modèle informatique, on peut en générer presque autant qu'on veut. Donc on a une plateforme qui nous permet de faire tourner cela, qui nous permet aussi de tracer les sources de nos modèles. Donc on peut mettre les références bibliographiques qui nous ont amenés à dire, voilà, tel mécanisme, ça se représente avec telle équation. On peut en créer, mais c'est encore mieux quand on peut les justifier à partir de la littérature, parce que ça renforce la confiance qu'on peut avoir dans le modèle, qui est un des grands challenges de ce domaine, c'est de montrer que nos modèles correspondent bien à ce qui se passe en vrai. Et donc cette plateforme qui s'appelle Jinko est un outil qu'on utilise en interne, mais aussi quelque chose l'on rend accessible directement sur le site internet de l'entreprise. Donc ça permet il y a quelques modèles un peu standards, donc ça permet de voir comme ça comment ça fonctionne. C'est vraiment un truc qui peut être intéressant pour les personnes qui veulent découvrir comment ça se passe en pratique la biomodélisation, à quoi ressemble un modèle, à quoi ressemblent les équations. Ça permet d'avoir une démo. D'accord. Et c'est quoi comme genre, on va dire, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, quel genre de modèle ou d'équation plus précisément que vous utilisez? Donc, pour rentrer plus dans le détail, ça va être beaucoup d'équations, donc des équations différentielles ordinaires. On n'a pas trop de dérivés partiels. Et il faut vraiment le voir comme on va prendre plein de variables. Ces variables, ça va être, mettons, la concentration du médicament, la concentration de tel enzyme, de tel marqueur biologique. Et via la littérature, on va trouver que, par exemple, tel marqueur biologique, sa dynamique, donc sa dérivée, va dépendre de tel autre truc biologique, telle autre production de cellules. Et donc on va relier toutes ces choses-là, on va toutes les relier ensemble. Ce qui fait que un modèle, ça va ressembler à, en entrée, un jeu de paramètres que l'on doit informer, des caractéristiques du patient comme l'âge, les caractéristiques du traitement comme la dose, et d'autres petites choses comme ça. Et en sortie, on va avoir on essaie d'arriver sur des marqueurs cliniques, donc des marqueurs qui font écho à ce que des médecins en clinique veulent observer. Comme ça, on peut leur dire, si vous mettez telle dose avec tel type de patient, a priori, votre sortie clinique aura telle dynamique. Donc ce sont on peut le visualiser comme des grands systèmes d'équations différentielles. Quand je dis grand système, c'est vraiment grand. En tout cas, en cours, je n'en ai jamais vu des aussi gros que ceux qu'on peut manipuler. Parce qu'on va parler on compte en milliers de paramètres et en centaines d'équations différentielles. Donc c'est quelque chose d'assez lourd à résoudre, vu que parfois il faut aller dans le détail temporel, parce qu'on veut cerner un moment spécifique, donc il faut vraiment résoudre très précisément. Ok, ouais, je vois très bien ce que c'est parce que je vois un peu l'idée. J'ai déjà vu des projets ou des sujets similaires, donc moi je vois très bien en tout cas. J'espère que les auditeurs verront à peu près aussi, en tout cas au moins l'idée du métier. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ton métier? Déjà, ce qui me plaît et ce qui m'a toujours plu depuis que j'ai découvert ce domaine-là, c'est le fait que ça ait un écho. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de sciences assez poussées, donc des maths certes, mais aussi d'autres domaines. Mais on reste pas juste à faire des sciences pour faire des sciences. On fait des sciences et ça a un but. Quand on voit qu'on arrive à trouver qu'on arrive à avoir des solutions, qu'on peut présenter des résultats, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et ça donne du sens à ce qu'on a produit pendant un projet de 6 mois, 1 an. Il y a aussi le fait que ça soit un beau challenge. En général, là, je vous ai fait la description sur le papier. En pratique, c'est très difficile d'aller trouver les bonnes équations et les mettre au bon endroit pour vraiment représenter ce qui se passe. Et donc c'est un vrai challenge à la fois de compréhension de ce qui se passe d'un point de vue biologique et d'être capable de le transcrire avec une équation. Si je vous dis par exemple qu'une quantité doit saturer à un moment, comment est-ce qu'on trouve une fonction qui sature? Il y a des familles de fonctions qui le font très bien. Et déjà, il faut les connaître, les retrouver. Pourquoi on en choisit une plus qu'une autre? Parce que la biologie va plutôt réagir comme ça à tel endroit, et donc on va choisir telle équation.
Donc il y a un vrai challenge scientifique à côté qui est super intéressant, qui vient aussi du fait qu'on mélange des maths, de la bio, de la physique aussi, ça arrive. Mettons, par exemple, des poumons, il y a beaucoup d'échanges d'air, donc il y a de la dynamique des fluides qui se balade par ici. C'est toujours assez intéressant. Je dirais, allez, si on veut en mettre un troisième point qui me plaît vraiment beaucoup, et ça qui était quelque chose que je recherchais de manière plus générale dans un métier, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de routine. On a beaucoup de projets, des projets qui vont durer entre 6 mois et 1 an, et il y a une phase de bibliographie, une phase d'implémentation, une phase de simulation, de la calibration. Donc il y a des maths, de la biologie, ça tourne assez souvent, et donc on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment quelque chose que je trouve super important, et qui continue de me plaire après 1 an et demi dans la boîte. Je suis d'accord, je trouve que l'aspect multidisciplinaire des maths appli, moi en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'en plus, la biologie, c'est pas forcément facile à modéliser parce que, comme l'humain, on va dire, chaque personne est un peu différente, c'est pas toujours facile en tout cas parce que, on va dire, chaque personne est unique, donc c'est pas si simple que ça de faire des modèles, en tout cas en biologie. Parce que des fois, ça peut varier selon les personnes. Alors, je sais que dans ce podcast, on a un peu dérivé en podcast psychologie et philosophie. On parlait de la communication qui était importante, mais quelles sont selon toi les compétences, que tu voudrais améliorer, on va dire, peut-être pour devenir meilleur dans ton domaine? Pour quelles raisons et comment tu comptes le faire? Bah, ça tombe bien, on va reparler de la communication énormément. Euh, Déjà, les compétences que je voudrais améliorer, il y en a une qui date du lycée, parce que c'est une matière que j'ai laissée de côté au lycée et sur laquelle j'ai pris du retard, c'est l'anglais. Donc ça rentre dans la communication. La biomodélisation, comme à peu près toute discipline liée de près ou de loin à la recherche, il faut être bon en anglais, parce que les papiers scientifiques seront en anglais, parce que au sein de l'entreprise, j'aurais pas une estimation précise, mais je pense un bon tiers des personnes euh, ne parlent qu'anglais, enfin parlent surtout anglais, et au jour le jour, toutes les réunions se font en anglais. Donc c'est vraiment une langue à ne pas négliger, même si on travaille dans le domaine de la science, c'est quelque chose de fondamental. Et ça permet voilà, d'être plus à l'aise pour comprendre et d'être plus à l'aise pour s'exprimer et pour faire passer ses idées. Comme on l'a dit avant, la communication, c'est la clé. Et donc, même si vous avez des bonnes solutions, si vous n'êtes pas capable de les formuler en anglais, c'est compliqué. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille maintenant au moins depuis que je suis en école. J'ai mis l'accent dessus. D'où mon échange au Canada anglophone. Et après, pour l'améliorer, il y a pas mal de petites solutions. La plus simple et la plus agréable étant de regarder des séries, des films en anglais. Au début sous-titré, et s'il y a une série vraiment que vous adorez, que vous avez regardé des tonnes et des tonnes de fois, enlevez les sous-titres, parce que vous savez déjà ce qui va se dire, ce qui va se faire, et ça permet de faire rentrer un peu de vocabulaire et surtout des expressions qu'on n'a pas forcément en cours. Ça c'est fondamental, c'est quelque chose Enfin, je peux pas dire qu'on ne nous avait pas prévenu, on nous a prévenu que ça allait être important. Voilà, j'ai eu quelques expériences moyennes en anglais, notamment au lycée, et finalement, bah, c'est un retard à rattraper. Si on veut mettre d'autres compétences, et toujours dans le domaine de la communication, c'est la rédaction. De la même manière que pour l'anglais, en français, en philo, on nous fait faire des rédactions. C'est intéressant, et je vous avoue qu'au lycée, moi je partais du principe, bon voilà, une fois que ça sera passé, on n'en parle plus, on voit bien ce que ça donne en maths et en physique, la rédaction, un paragraphe c'est déjà beaucoup, donc ça suffira. Mais en pratique, dans le monde de l'entreprise déjà, il faut beaucoup rédiger, et dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la recherche, donc a fortiori de la recherche médicale, il faut savoir rédiger parce que on va dire qu'il y a un formatage à respecter pour par exemple, les papiers scientifiques, les présentations, les posters en conférence. J'ai eu la chance d'en avoir fait déjà une, mais ça demande vraiment un conditionnement de ce que l'on présente qui est très 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 rigoureux. Et donc ça ne s'improvise pas, de rédiger comme ça, il faut continuer de s'entraîner.
être capable de bien structurer ses idées, de bien les expliquer et, encore une fois, de présenter ce qu'il faut au bon niveau. Donc d'être capable soit de vulgariser donc de populariser quand on s'adresse à un public plus général, ou au contraire d'être extrêmement spécifique et pointilleux quand on parle à des experts. Donc c'est vrai que sur les compétences, les deux se recoupent sur la communication. Et c'est quelque chose qui a l'avantage de pouvoir se travailler dès le lycée, qui peut continuer de se travailler, et si vous vous y mettez tôt, il n'y a pas beaucoup d'efforts en fait à mettre dedans. C'est-à-dire sans écouter un petit peu, prendre la parole de temps en temps, écrire, s'appliquer quand on écrit un résultat. C'est pas un effort énorme, mais à la fin, si vous le faites pendant plusieurs années, quand vous allez arriver dans le monde du travail, ça va être un avantage considérable d'avoir déjà fait ce travail. Ouais, c'est vrai que surtout dans les disciplines scientifiques, j'ai l'impression qu'on néglige un petit peu tout ce qui est, oui, bah, justement rédaction anglaise. Souvent, c'est pas les matières les plus aimées, mais c'est vrai que l'anglais aujourd'hui, c'est un peu indispensable. Je trouve que même ça permet d'avoir accès à des contenus, tu vois, qu'on n'a pas forcément en français. Les scientifiques, on ne peut pas les avoir en français. Donc en fait, ça permet juste, de découvrir plus de choses. Même à titre personnel, je trouve que c'est une force d'arriver à comprendre de l'anglais, même si je suis pas forcément experte en anglais, mais au moins je peux regarder une vidéo en anglais, je saisirais peut-être pas genre chaque mot, mais je comprendrais, quoi. Ouais, comprendre au moins le sens général, ce qui s'y passe, et c'est comme ça que ça vient aussi. Ou même quand tu lis un article scientifique en anglais, ben, tu comprends, quoi, tu arrives à suivre et ben, en vrai, je trouve que c'est une force parce que ça te permet d'avoir accès à beaucoup plus, de contenu parce qu'il y a quand même énormément de contenu en anglais aujourd'hui et là-dessus, que ce soit professionnellement ou personnellement, comprendre l'anglais, je trouve que c'est vraiment, important, quoi. On peut pas trop y couper. Et donc je vais te poser une dernière question. Bon, on va voir, donc soit au sujet de tes études, soit au sujet de ton métier, comme tu veux, mais quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu as été confronté? Je dirais, c'est peut-être une difficulté qui a l'interface entre les deux, alors pas sur la recherche d'emploi, hein. C'est une fois que l'on arrive dans le monde professionnel, moi je suis arrivé, je l'avais déjà un peu ressenti en alternance et encore plus quand vraiment j'ai été en poste, c'est la différence qu'il y a entre faire des sciences en université et faire des sciences en entreprise. Je m'explique. Faire des sciences en université, en école, en général, ça passe à travers des exercices, des DM, éventuellement des projets. Quand on fait des sciences en entreprise, on n'a pas souvent le luxe d'avoir 3 heures de suite pour se plonger dans un article scientifique, comprendre comment ça se passe et écrire une équation. Il y a énormément de réunions, des projets annexes, des endroits où il faut intervenir, des présentations où il faut être présent. Et donc, c'est très compliqué d'arriver à se concentrer assez longtemps sur la même tâche. Ça demande, en fait, c'est faisable, mais ça demande une très bonne organisation. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé compliqué dans le sens où l'organisation que j'avais en études supérieures notamment était, on va dire, très laxiste. Je m'organisais un petit peu, pas au dernier moment, mais je prenais les cours comme ils venaient, je prenais les projets comme ils venaient, donc pendant qu'on était sur un projet, j'y allais à fond, et ensuite on passait à autre chose. Quand on passe dans le monde professionnel, il faut quand même anticiper un minimum, et c'est quelque chose qui n'est pas évident à choper enfin, ça a l'air d'être très dépendant des personnes. J'ai rencontré des personnes qui, en fait, le faisaient déjà depuis les cours, et donc quand ces personnes sont arrivées dans l'entreprise, ça ne changeait pas grand-chose à l'anticipation. Pour ma part, le fait d'avoir été dans 2 équipes de projet en parallèle, ça a été un vrai challenge au début pour être capable en fait, de dégager assez de temps pour l'un et pour l'autre, sans trop que ça s'entrecoupe. C'est vraiment quelque chose voilà, qui s'apprend et qui se travaille. Et comme on a pas mal, parlé, orientation et tout ce genre de choses, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes, justement qui vont avoir le bac, pour trouver leur voie? Je leur dirais déjà d'être capable d'oser se lancer et d'y aller à fond. L'essentiel, c'est de trouver une voie qui vous plaise. Donc, c'est pas évident de trouver quelque chose qui nous plaît, mais une fois que c'est fait, il faut pas hésiter à y aller et y aller à fond. Dans les études, il y a énormément de passerelles. En tout cas, du point de vue de ce que je connais, donc plutôt les études scientifiques, il y a des passerelles vraiment partout, entre quasi tous les types d'études.
Donc quand bien même vous partez, vous réalisez que c'est pas forcément ce qui vous plaît, c'est toujours faisable de rechanger a posteriori. Et il faut vraiment partir sur des études qui vous plaisent plutôt que de partir sur quelque chose où vous vous dites je fais le gros dos pendant 1 an, 2 ans et après ça va aller bien. Ça peut être aussi 1 an ou 2 ans où vous allez lâcher complètement et vous dégoûter d'une matière ou d'un domaine. Alors autant aller à fond dans quelque chose qui vous plaît. Et bon, j'étends un petit peu la question parce que j'aurais un deuxième petit truc. Ne pas hésiter dès le lycée à demander un peu l'avis de professionnels. C'est quelque chose qu'on nous apprend dans les études supérieures, genre d'aller voir des gens qui travaillent dans un certain métier qui pourrait vous tenter et de demander à échanger avec eux. C'est quelque chose qu'on fait encore un peu avec le stage de troisième. Il faut pas que ça en reste au stage de troisième. C'est quelque chose qui est super intéressant. En général, un professionnel, si vous lui demandez de vous expliquer son métier, le professionnel va être super content. En général, c'est super bien reçu. Et ça vous permet, vous, de vous projeter et de voir un petit peu. Il faut être capable d'avoir quelques questions en tête. Mettons, je sais pas, quelles études ils ont fait, quel, euh, quel rythme de vie ça leur donne après. Sous-entendu, est-ce qu'ils bougent beaucoup? Est-ce qu'ils ont du temps à côté pour eux? Peut-être des choses comme ça. Et il faut vraiment pas hésiter à leur demander. Ça peut être très intimidant au début d'aller appeler quelqu'un, renvoyer un mail, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Faut pas hésiter à demander de l'aide, que ça soit à des profs, à vos parents, mais c'est quelque chose, je trouve, qu'on ne fait pas du tout et qui en fait est super important. On l'avait fait un petit peu en TPE à l'époque. Et vu qu'on avait dû aller voir des professionnels, au passage, on avait demandé un petit peu comment ça se passait. Et à chaque fois, les personnes étaient super intéressées par notre démarche et ils étaient très contents de nous expliquer comment ça fonctionnait pour eux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, moi, je pense que, en vrai, en tout cas, certaines discussions avec certaines personnes, ça m'a vraiment aidé à trouver ma voie et ça me donne des idées. Et je suis d'accord sur le fait que, honnêtement, tous les gens à qui j'ai demandé de discuter, pour discuter de divers sujets, on va dire plutôt professionnels, personne ne m'a dit non. Donc c'est rassurant. Voilà. Et je donnerai un petit tips comme ça. C'est que j'ai récemment vu un site qui proposait justement de rencontrer des professionnels, par exemple pour des lycéens, qui s'appelle My Job Glasses. Donc je pense que je le mettrai en Oui, description. Et je trouvais que c'était vraiment une super idée, en fait. oui, on l'avait vu en école ce site. Ah, Effectivement, du coup, un peu tard, mais très, très, très bien conçu. Et effectivement, les professionnels dessus, en plus, partent du principe que vous allez leur poser des questions. Donc c'est vraiment un super site. Je savais pas qu'ils faisaient quelque chose pour les lycéens aussi. C'est vraiment une super idée. mais j'ai vu le concept et je trouvais que le concept était intéressant, en tout cas. Après, c'est vrai que des fois, il y a plein de métiers qu'on connaît pas. Donc, il y a des métiers, des fois, on va pas aller les voir parce qu'on les connaît pas. Donc, peut-être c'est un peu. Enfin, s'il faut chercher par métier, peut-être ça peut être un peu compliqué, mais je trouve que c'est bien. Et en tout cas, je pense que c'est ce qui donne le plus de pistes, on va dire, pour la suite. Et donc, pour finir, donc, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités de podcast. Quel est ton premier souvenir mathématique? Alors, est-ce que c'est le premier? Ça va être un des premiers. C'était un exercice qu'on avait eu, je me rappellerai plus en quelle classe en primaire, où il fallait compter les angles sur un tableau. C'était un tableau un peu d'art moderne avec plein de carrés géométriques en bleu, rouge, jaune. Je crois que c'est Mondrian, l'artiste, ou un truc comme ça. Et j'avais pas du tout compris. Moi, je comptais tous les angles x 4 parce que bon, il y en avait 4, alors qu'en fait, c'était qu'un seul croisement. Et je me souviens que ça m'a marqué sur la géométrie que j'ai considéré comme un truc que j'aimais pas pendant quelques années avant de m'y remettre après coup. Et ouais, ça m'a marqué dans cet aspect que ça avait d'être très visuel. Et c'était peut-être un des premiers petits exos de maths où, enfin voilà, il n'y avait pas que des chiffres qui se baladaient, il y avait aussi quelque chose. Il y a quelque chose d'un poil plus concret. Ok, intéressant, ouais. J'ai l'impression que beaucoup de souvenirs mathématiques sont liés à un traumatisme, entre guillemets. Là, c'est ce qui reste après, hein. Les bons souvenirs, on les a un peu intériorisés. Ça va, moi, en vrai, j'ai plutôt un bon souvenir, en vrai, hein. J'avais raconté que mon premier souvenir, c'était... bon, je vais te le redire là, mais en gros, c'est quand j'étais, genre, tu vois, école primaire, il y avait des petits problèmes à résoudre et tout, et genre, j'adorais résoudre, tu sais, les petits problèmes, les résolutions de problèmes.
Moi, j'avais raconté ça, tout le monde m'avait dit: «Mais c'est pas un souvenir traumatisant, d'habitude les gens c'est des trucs horribles qu'ils racontent». J'étais en mode: «Oui, mais moi c'est le premier truc qui me vient à l'esprit en fait, et beaucoup de gens c'est des trucs traumatisants». Oh, après, traumatisant, c'est voilà, c'est un mea culpa sur le passé, on va dire. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. À très vite sur Parcours Mathématiques.